Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans nos têtes, le podcast qui explore ce qui nous façonne, nous hante et nous élève. Aujourd'hui, je t'invite à plonger dans quelque chose qu'on porte tous, souvent, sans même s'en rendre compte. En fait, on croit avoir grandi, ce qui est vrai au fond, et on pense avoir réglé la majorité des choses chez nous. On avance, on reconstruit, on se pense fort, stable, indépendant. Et puis il suffit d'un mot, d'un geste ou même d'un regard pour que tout s'écroule en un instant. Ce n'est pas une histoire de volonté ou de force mentale, ou même d'estime de soi d'ailleurs, ni une question d'attachement ou de peur. C'est autre chose bien plus ancien et enraciné. Lise Bourbeau, dans son livre « Les 5 blessures qui empêchent d'être soi-même », met en lumière 5 grandes blessures qu'on rencontre tous. Il y a le rejet, l'abandon, l'humiliation, la trahison et l'injustice. Et à chacune de ces blessures correspond un masque. Dans cet épisode, je vais m'attarder sur 2 blessures, la blessure du rejet et la blessure d'abandon. Alors, installez-vous bien, on plonge dans le sujet. Avant de plonger dans l'explication des différentes blessures, prenons un moment pour vraiment comprendre ce que sont les blessures de l'âme. Parce que c'est probablement la question que tu te poses. C'est quoi, au juste, une blessure de l'âme ? Pourquoi est-ce qu'on en parlerait avec autant de sérieux ? En fait, les blessures de l'âme, c'est pas juste des mots flous ou une énième manière de parler de confiance ou d'estime de soi. Ce sont des empreintes très précises qui ont racine dans notre vécu. Souvent d'ailleurs, dès nos premiers mois ou années de vie. Et en fait, elles ne viennent pas forcément d'un grand traumatisme visible, mais d'un ressenti profond. Par exemple, une sensation de manque énorme, ou même une incompréhension ou un sentiment d'illégitimité. Et ce qui les rend si puissantes, c'est qu'elles nous accompagnent dans l'ombre, qu'on les reconnaisse ou non. Donc comme je l'ai dit tout à l'heure, il y en a 5, je le répète, le rejet, l'abandon, l'humiliation, la trahison et l'injustice. Et même si on peut toutes les porter à des degrés différents, il y en a toujours une en particulier qui domine. Et cette blessure, c'est la blessure principale, celle qu'on traîne comme une cicatrice invisible et qui va littéralement façonner toute notre vie tant qu'on ne la reconnaît pas. C'est celle-là qui va guider notre masque principal et notre manière de nous protéger. Alors, si tu te demandes pourquoi certaines situations te touchent si fort alors qu'elles laissent d'autres indifférents, sache que c'est peut-être parce que quelque chose en toi reste non reconnu, comme une vieille douleur silencieuse. Donc, ces blessures de l'âme, selon les observations de Lise Bourbeau, prennent naissance à des moments précis de l'enfance, souvent en lien direct avec un des 2 parents, du même sexe ou du sexe opposé. Alors, juste pour clarifier ce point, quand Bourbeau parle de parents de sexe opposé ou du même sexe, ce n'est pas une référence au complexe d'Oedipe. Par exemple, un homme homosexuel peut tout à fait avoir une blessure liée à sa mère, non pas parce qu'il est attiré par les femmes, et ici bien sûr je fais référence au complexe d'Oedipe, mais parce que c'est avec cette figure féminine qu'un besoin fondamental a été mal comblé. Donc ici, parent du sexe opposé, c'est juste une manière d'identifier certaines dynamiques relationnelles, et pas de plaquer des normes. Ensuite, quand elle parle de parents, elle ne parle pas uniquement de père ou de mère biologique. Elle parle en fait de la figure d'attachement, de la personne qui t'a élevé, nourri et entouré au quotidien. Donc si t'as grandi avec ta grand-mère, ton oncle ou une tante, ou même en famille d'accueil, ce sont eux qui incarnent cette figure parentale dans le cadre de ce qu'on va explorer ici. Pour revenir à ce que j'essayais d'expliquer, la blessure est liée à un événement ou une répétition d'événements qui peuvent être réels ou interprétés par l'enfant. Parce que, et d'ailleurs je le souligne, ce qu'il faut comprendre, c'est que la blessure ne vient pas forcément d'un acte malveillant ou d'une mauvaise intention du parent. Elle peut naître d'un simple ressenti. Le parent peut avoir fait ce qu'il fallait, objectivement, mais l'enfant, lui, vit quelque chose de tout autre. Par exemple, un enfant peut se sentir abandonné à la naissance d'un petit frère, même si le parent continue de l'aimer. Ce ressenti devient alors une empreinte, et cette empreinte, si elle n'est pas reconnue, va continuer de s'activer en arrière-plan
à chaque fois qu'une situation lui ressemble de près ou de loin. Alors, maintenant que vous avez compris ce que sont les blessures de l'âme, commençons par la blessure de rejet. C'est peut-être la plus archaïque de toutes, celle qui s'ancre dans toutes les premières sensations de notre existence. Elle peut même d'ailleurs se former dès la conception ou au cours de la première année de vie. Ce qu'elle vient toucher, c'est l'essence même de l'être, son droit fondamental d'exister. Cette blessure est particulièrement difficile à désamorcer, parce qu'en fait, elle agit comme un filtre invisible sur presque tout ce que nous vivons, que ce soit nos interactions sociales, les paroles qu'on reçoit, et surtout l'amour que l'on se porte à soi-même. Le rejet, dans ce cas concret, ce n'est pas simplement un non qu'on nous impose. C'est une impression profonde que notre simple existence dérange, que nous n'avons pas notre place, voire que nous n'aurions jamais dû naître. Et cette sensation peut venir de choses qui semblent insignifiantes pour un adulte, mais qui prennent une ampleur immense dans le ressenti d'un enfant. En fait, c'est quelqu'un qui a toujours senti une énorme différence entre lui et les autres, et qui, en conséquence, ne s'est jamais senti chez lui, quelque part. Donc, dans le cocon familial, le lien avec les parents est au cœur de cette blessure. Lise Bourbeau souligne que cette blessure est souvent activée par le parent du même sexe, celui dont on attend un reflet, un modèle, mais surtout une reconnaissance à égalité. Quand ce parent ne renvoie pas cette image, même involontairement, l'enfant peut se sentir nié dans son identité. Prenons des exemples concrets. Un garçon dont le père le rabaisse, le compare aux autres et refuse toute proximité affective, grandit avec l'idée qu'il n'est pas suffisant pour être aimé. Il apprend à se taire, mais aussi à ne surtout pas déranger. Ou alors, une fille dont la mère critique sans cesse son apparence, ses choix, même sous couvert de conseils bienveillants, intègre l'idée qu'elle est fondamentalement décevante et qu'elle doit changer pour être aimée. Et d'ailleurs, parfois c'est encore plus profond. Un parent qui ignore totalement son enfant, ne le regarde jamais dans les yeux et ne s'intéresse pas à lui, laisse une empreinte d'inexistence très forte. Ce n'est pas un rejet explicite, mais un silence qui transmet qu'il ne compte pas. Et il y a ces enfants devenus boucs émissaires de la famille, critiqués, ridiculisés, mis à l'écart parce qu'ils sont trop quelque chose, trop sensibles, trop créatifs, trop grande gueule, et ils finissent par croire qu'ils sont un problème en eux-mêmes. Parfois d'ailleurs, la blessure se forme même quand le parent du même sexe est surprotecteur. L'enfant ressent alors cette intrusion comme un rejet de ce qu'il est vraiment. Et en fait, le message implicite de la surprotection est « je ne t'accepte pas tel que tu es, alors je vais t'aider à devenir quelqu'un d'autre ». Et en fait, quand cette blessure s'active, elle génère ce que Bourbeau appelle le masque du fuyant. Et le terme est parfaitement choisi, on fuit. On fuit les situations difficiles, mais aussi les confrontations. Mais surtout, on fuit l'idée que l'on pourrait ne pas être assez pour mériter d'exister. Alors, on s'efface, on devient discret, et on tente d'être invisible ou irréprochable. Puis au final, on finit par construire sa vie dans la peur de déranger ou de ne pas être à sa place. Donc, les personnes marquées par cette blessure ont souvent du mal à se sentir connectées aux autres. Elles peuvent être très intelligentes, très sensibles et intuitives, mais peinent à prendre leur place. Ils ont leur voix qui peut trembler, elles s'excusent très souvent et adoptent une posture repliée, comme pour disparaître un peu. Et bizarrement, il existe un autre profil, plus difficile à repérer car bien camouflé, celui de la personne ultra performante, impeccable, rigoureuse qu'on admire souvent. Cette personne qu'on pourrait appeler Monsieur ou Madame Parfait, qui ne s'autorise jamais à l'erreur. Elle anticipe et maîtrise tout, car elle croit que la moindre faille entraînera son exclusion ou son humiliation. Et d'ailleurs, elle a appris qu'elle doit sans cesse prouver sa valeur pour être acceptée. Donc, elle a appris à s'adapter aux autres, changer constamment de personnalité en fonction de qui elle a en face. Mais aussi à être extrêmement perfectionniste et exigeante envers elle-même. Et en fait,
Dans la sphère intime, cette blessure peut donner une personne qui, par peur d'être rejetée, n'ose pas exprimer ses désirs ou ses limites, voire même montrer son vrai visage. Elle garde son masque même dans l'intimité et préfère parfois être quittée plutôt que d'exiger ses besoins. Elle peut aussi se convaincre qu'elle n'est pas faite pour l'amour ou que personne ne pourrait jamais vraiment l'aimer. Et souvent, elle ne formule pas ça en se victimisant, mais en rationalisant. Par exemple, si quelqu'un lui fait un compliment, elle va se dire que c'est de la politesse ou que la personne veut juste quelque chose. Mais elle ne se dira jamais que c'est un compliment sincère et honnête. Et d'ailleurs, plus on l'aime, et plus elle panique. Plus elle sent quelqu'un la voir et la valoriser, plus son masque du fuyant se referme. Alors maintenant que nous avons bien approfondi ce qu'était la blessure du rejet, penchons-nous sur une autre blessure tout aussi puissante et déstabilisante, la blessure de l'abandon. Elle vient toucher un autre fondament essentiel de notre construction intérieure, notre capacité à créer du lien. Là où le rejet remet en question notre droit d'exister, l'abandon, lui, nous fait douter de notre droit d'être accompagné, soutenu et aimé de manière stable et constante. En fait, c'est une blessure qui, elle aussi, peut apparaître très tôt dans la vie, parfois même avant que l'enfant ait les mots pour comprendre ce qui lui arrive. Ce n'est pas toujours une absence physique. Et d'ailleurs, ce n'est pas non plus forcément un parent qui est parti, même si c'en est une cause pour beaucoup. En fait, ça peut être un parent là, mais trop absorbé par ses propres problèmes, par une dépression, une maladie, un deuil, ou alors un quotidien trop chargé. L'enfant, lui, ne fait pas la différence entre présence physique et présence émotionnelle. Il sent juste un vide, et c'est ce vide-là qui devient une faille profonde. Cette blessure est souvent activée par le parent du sexe opposé. Et quand ce lien est trop instable ou trop distant, même imprévisible, ça déclenche une peur viscérale, la peur d'être laissé tout seul, sans repère et sans soutien. Et cette peur, on peut la retrouver dans des contextes sociaux aussi. Par exemple, un enfant qui a une peur bleue de la solitude devient un adulte qui ferait tout pour ne pas être seul. Cette personne a tellement peur de la solitude qu'elle pourrait accepter le strict minimum, le manque de loyauté de ses relations et des humiliations à répétition pour ne pas être seule. Prenons des exemples concrets. Une petite fille dont le père, très pris par son travail, rentre tard et la regarde à peine mais lui répète qu'il l'aime. Ce n'est pas suffisant. L'enfant ne vit pas l'amour dans ses gestes quotidiens. Elle ressent donc un vide, un manque. Et ce manque devient une douleur sourde qu'elle emportera dans ses relations futures. Autre exemple. Un garçon dont la mère est émotionnellement instable, tantôt très présente et tantôt absente, effondré dans sa propre souffrance. L'enfant, lui, ne sait jamais sur quel pied danser. Il vit avec cette impression que l'amour peut s'écrouler du jour au lendemain et il finira par développer une hypervigilance affective. Et comme pour les autres blessures, un masque, ça se forme. Et ici, c'est celui du dépendant. Et en fait, le dépendant ne vit qu'à travers le lien à l'autre. Il cherche constamment de l'attention, de la présence, car il a intégré que la présence est rare ou instable. Il a donc besoin de sentir l'autre près de lui, même quand tout va bien. Il peut appeler, vérifier, il attend des réponses immédiates, et s'il ne les obtient pas, il bascule rapidement dans l'angoisse. Ce n'est pas une peur banale, c'est une peur panique, profonde et même une détresse souvent difficile à contenir. D'ailleurs, les personnes marquées par cette blessure vont parfois jusqu'à s'oublier entièrement dans les relations. Qu'elles soient amicales, familiales ou amoureuses, juste pour ne pas être quittées. Elles donnent tout, acceptent trop, tolèrent l'inacceptable, dans l'espoir de ne pas se retrouver seules.
Et paradoxalement, elle tombe souvent amoureuse de partenaires froids, distants ou indisponibles affectivement. Pourquoi ? Parce que ce sont ces profils-là qui réactivent leurs blessures. Et donc, leur schéma continue. Ce sont des dynamiques douloureuses mais familières. Elles savent comment gérer le manque. Elles ne savent pas toujours quoi faire avec l'amour véritable, constant et simple. Et donc, dans l'intimité, cela donne des relations très intenses, mais parfois chaotiques. Un besoin de fusion, un attachement très rapide et une envie que l'autre comble tout. Mais aussi une énorme sensibilité à la moindre distance. Un message sans réponse peut devenir une source d'angoisse, ou un changement de ton, une absence d'initiative, et c'est la panique. Et donc là, bien sûr, tout ne vient pas de nulle part. Ce sont uniquement des traces du passé et des réflexes de protection. Le dépendant a vécu une telle solitude émotionnelle qu'il n'en veut plus. Il préfère parfois mal aimer que d'être seul. Et dans ce mécanisme, il va jusqu'à s'attacher à des relations inégalitaires, voire toxiques, juste pour éviter la rupture. Ce masque du dépendant peut aussi s'exprimer dans le corps. Une posture affaissée, des épaules rentrées, comme si la personne attendait d'être portée. Mais surtout, un regard très en demande. C'est un corps qui dit « j'existe si tu me regardes ». Et comme la blessure de rejet, celle de l'abandon ne disparaît jamais complètement. Elle se travaille, bien sûr. On apprend à se sécuriser de l'intérieur, à s'offrir soi-même ce qu'on attendait tant de l'extérieur. Mais cette peur du vide, cette angoisse du lien rompu peut se réveiller au moindre signe d'éloignement. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère vraiment que cet épisode t'a aidé à mieux comprendre les blessures de rejet et d'abandon. Et que ça a pu t'apporter un peu de clarté ou de réconfort, que ce soit pour toi ou pour quelqu'un de proche. Tu trouveras dans la description le nom du livre « Les 5 blessures qui empêchent d'être soi-même » de Lise Bourbeau. En faisant quelques recherches, tu pourras aussi trouver des PDF plus explicatifs ou même l'acheter si tu veux aller plus loin. Dans le prochain épisode, je te parlerai des 3 autres blessures. L'humiliation, la trahison et l'injustice. Et la semaine d'après, on parlera de la guérison des 5 blessures. En attendant, merci d'avoir écouté cet épisode et n'oublie pas, tu es suffisant et suffisante exactement tel que tu es. Je te souhaite une très belle journée. Au revoir!